Je suis d'origine à la fois bretonne et montagnarde, ce qui est compliqué. Et mes grands-parents étaient à la fois, les uns étaient mineurs de fond, et les autres, ma grand-mère, mon grand-père étaient cheminots et ma grand-mère fille de ferme. Donc je viens d'un milieu très petit et dans mon enfance, on a habité en hôtel meublé, avenue de Saint-Ouen, Paris. Alors je suis née dans avenue de Saint-Ouen, quartier très populaire, mais ce qui m'a vraiment marqué en fait, c'est les événements de 1936. J'étais toute petite, mais je me rappelle des défilés sur cette avenue de Saint-Ouen où il y avait les drapeaux rouges et les drapeaux noirs des anarchistes. Et à ce moment-là, je revois, il y avait quelques drapeaux bleu, blanc, rouge et des manifestants les arrachaient. J'avais à ce moment-là, en 1936, j'avais 7 ans. Alors, moi j'ai été surtout en fait marquée par ce que me disait mon père sur la guerre de 14-18. C'était quelque chose qui revenait sans arrêt puisqu'il avait été au chemin des Dames, il avait fait Verdun, il avait été gazé mais pas suffisamment pour partir à Salonique. Et en fait, ça revenait toujours dans ses conversations, le problème de la guerre. Et ça m'a doublement marqué puisque on va être très vite en 1939 sur, au fond, déjà une Seconde Guerre mondiale. L'occupation m'a beaucoup marqué, non pas que je n'ai pas souffert particulièrement, mais l'occupation, c'est tu es sur un trottoir et puis un Allemand arrive en face de toi, presque instinctivement, tu descends du trottoir. Le bruit des bottes me reste toujours, le bruit des bottes allemandes. Et en fait, à la Libération, tout le monde dans un pays, quel qu'il soit, je pense, tout le monde prend une responsabilité, ou on lui donne une responsabilité. Et moi, j'ai été désignée comme scout. On pouvait, par exemple, tu vois, rentrer dans le métro sans payer, on allait parce qu'on servait à quelque chose. Et moi, j'ai été désignée d'abord pour le retour des prisonniers. Et c'était, je faisais la plonge à la gare de l'Est. Et tout de suite après, j'ai été désignée pour brancarder les déportés politiques qui rentraient de Buchenwald. Et ça m'a marqué à vie. Parce que tu transportes des cadavres. Ça me paraissait tellement fou que ça m'a marqué énormément. Peu d'années après, j'ai été au service civil international. C'est au fond que bon, après on va parler de la guerre d'Indochine. Alors là, je m'intéresse, je lis la presse, j'écoute la radio, et je vais être, je pense, beaucoup plus sensible à la guerre d'Algérie qui va démarrer donc en 1954. Je pense que si je me suis engagée par rapport à Nanterre et par rapport
Oui, c'est uniquement le parcours que j'ai eu avant et qui m'a poussé à m'engager. C'est quelque chose, au fond, si je ne m'étais pas engagée, j'aurais eu l'impression de me renier moi-même. Alors mes premiers contacts avec l'immigration algérienne, moi je pars à Grenoble, je fais les arts décoratifs, ça ne me plaît pas, c'est les premières années de publicité qui ne m'intéressaient pas, donc je reviens à Paris et je rentre aux Beaux-Arts. Je rentre aux Beaux-Arts, si mes souvenirs sont bons, en 1955. Et à ce moment-là, c'était donc quai Malaquais. Et en face, de l'autre côté, alors je pense que ça doit être par l'intermédiaire d'une des Beaux-Arts qui me dit il y a un cours d'alpha qui se fait le long du quai aux Fleurs. Là, il y a un père blanc qui organise. Alors, je signale tout de suite que je n'ai pas de date, enfin, je n'ai pas aimé du tout la conception des pères blancs, et notamment du père Gis, qui en était à la tête. Mais là, c'était disons, une exception, comme il y a toujours eu un peu partout. Et c'était le père des Jeux, qui d'ailleurs, à l'indépendance de l'Algérie, est parti en Algérie. Et il avait dans une vieille boutique, là, du quai aux Fleurs, il y avait un cours d'alpha avec des Algériens. Et c'était les premiers Algériens avec qui j'avais contact. Alors on discutait, on faisait le cours, puis on discutait, c'était des ouvriers sans leur famille, mais ils nous parlaient de leur famille, ils nous parlaient de leur métier. Non, il y avait disons, une première approche. Donc, un jour, je vois sur le journal l'incendie au bidonville de Nanterre. Moi, petite blanche parisienne, je dis, il y a des bidonvilles. Je découvre. 59. Je découvre. Et je savais qu'il y avait des hôtels meublés, tu vois, des choses comme ça, où j'avais rencontré les Algériens dans ces différents lieux. Mais bidonville, non. Et je dis à certaines des filles, justement, du service civil, on va aller au fameux bidonville de Nanterre. On va y aller juste deux par deux, bon, pour ne pas faire le gros déferlement. On a été accueillis à bras ouverts. C'est ça qui est hallucinant, c'est que on verra plus tard, les Français n'y vont pas du tout. Et nous, on a été accueillis, on est allé un dimanche. On nous a offert à boire partout, on nous a offert des brochettes, parce qu'il y avait tous ceux qui venaient aussi de la rue de la Garenne. Il y avait beaucoup qui venaient de Paris pour rencontrer des cousins de la famille, etc. Et on a été vraiment accueillis, et la chose qu'ils nous ont dit, c'est vraiment, on nous promet toujours de nous reloger. Et ça fait des années, et on ne nous reloge pas. Première chose qu'ils nous ont dit. Deuxième chose, le travail, ce n'est pas ici qu'on veut. On veut du travail en Algérie. Et puis, on
on est allé un peu partout, ce que je referai sûrement pas aujourd'hui, mais j'ai eu l'innocence de le faire et j'ai eu aucun problème. J'avais amené un appareil de photo, j'ai pris des photos. Donc, le premier contact, en fait, c'est de rencontrer, de se rencontrer, et dans la mesure où ils diront, mais on ne comprend pas pourquoi on ne vient pas nous voir. On ne comprend pas pourquoi les Nantériens, même le dimanche, quand ils passent dans les rues un peu adjacentes, ils nous regardent de loin, mais jamais ils viennent nous dire bonjour. Je crois que nous n'avons pas du tout mesuré ce quotidien qui demande des efforts considérables, de la femme qui n'en peut plus, le mari au travail, des petits enfants qui sont trop petits pour aller chercher l'eau et qui va demander à sa voisine donne-moi un peu d'eau, prête-moi un peu d'eau, je te le rendrai demain. C'est tous ces petits détails qui sont de la vie de tous les jours et qui ont fait mon admiration. Ben, en 1959, on a tout de suite commencé. J'ai trouvé un vieux wagon qui m'a été passé par je ne sais qui, un vieux wagon frigorifique, bon, et à ce moment-là, qui était dans Nanterre, pas très loin, et on passait toutes nos journées, à faire du plâtre, à faire les métiers du bâtiment, coffreur, tout ce que tu veux. Et après, à peu près 3 mois avant le 17 octobre, c'est le FLN qui nous a demandé aux filles de rester sur place, de coucher sur place, dans les familles, notamment les femmes dont les maris, oncles, frères, etc., avaient été arrêtés, avaient disparu, celles qui allaient accoucher très prochainement, pour, s'il y avait des urgences, pouvoir plus facilement sortir du bidonville. Là, on couchait donc à ce moment-là sur le bidonville depuis un certain temps. Et moi, j'étais partie me reposer un peu dans le wagon dans la journée. Hein, et je reviens en fin d'après-midi. Et là, je vois tout le bidonville sortir. Les enfants, les femmes, les hommes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas l'incendie, il n'y a pas de, tu vois, de... Bon, et je m'adresse à un qui était un ancien, déjà un père de famille âgé, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me répond juste, viens avec nous. C'est tout ce qu'on me dit. Et son air est très grave. C'est les figures à ce moment-là, je dirais, ce jour-là, je pense qu'il ne mesurait pas à quel point il allait y avoir un massacre, mais il mesurait quand même combien c'était risqué, puisque depuis des mois, on avait toutes les nuits la police française, les harkis, et on avait les gendarmes, tout le monde. C'était encerclé, le bidonville, et il y avait des fusées éclairantes comme en plein jour. Et toute la nuit, alors ils emmenaient, ils arrêtaient certains, ils en tabassaient d'autres, ils enfonçaient les portes des baraques, et moi j'ai vu devant moi, mais vraiment devant moi, ils tailladaient les matelas pour chercher soi-disant des armes.
il faisait déshabiller entièrement des bébés. Il mélangeait, et j'avais lu des choses sur l'Algérie, ce qui se passait en Algérie, il mélangeait là les vêtements avec la nourriture, tout, il balançait tout. Même les poils qui chauffaient, il prenait des gants spéciaux et il vidait tout le contenu du poêle sur le ciment. C'était, oui, c'était, bon, il y avait les chiens bergers allemands, on entendait le souffle derrière les parois, c'était la terreur. Moi je dis, c'est vraiment, on ne peut pas mesurer ce qui se passait toutes ces nuits, et le renouvellement, et même les nuits où il se passait rien, mais c'était affreux. Oui, parce qu'on mesure, on se dit toujours, on attend, qu'est-ce qui va arriver? Après le 17 octobre, le bidonville n'était qu'un hôpital de campagne. Tant il y avait de blessés. Dans toutes les baraques, il n'y avait que des blessés. Et des blessés, notamment mains, doigts cassés, nez cassé, jambes, il y avait de tout et ils ne voulaient pas aller à l'hôpital parce qu'ils savaient qu'en allant à l'hôpital, à nouveau, ils étaient arrêtés. Donc, et ce qui est quand même hallucinant, c'est que le lendemain du 17 octobre, eh bien, personne des services sociaux sont venus. Pourtant, ils avaient appris par la radio, moi, bon, il n'y a pas eu aucune personne de la municipalité qui n'est venue. L'indépendance, ça a été quelque chose, une espèce effectivement, de libération. Et un seul coup, j'ai vu tous les drapeaux dans chaque famille sortir, qui avaient été faits d'avance, qui étaient sûrement bien cachés. Et là, ça a été le délire, enfin. Les femmes, on a mis des grands tréteaux pour que les femmes puissent danser. Il y a eu le méchoui, il y a eu toutes les embrassades, quelque chose vraiment qui était assez extraordinaire. Ils avaient, ça y est, leur pays était à eux. Et je pense que ça, c'est quelque chose, je vois les familles, n'oublieront jamais.